à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver ici. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, donc moi je suis Sylvie Darré, je suis la responsable des éditions Qui plus est. Et on a profité du confinement pour mettre en place des rencontres, alors avec les auteurs des éditions Qui plus est, mais Marlène a pris a fait davantage. Et là, je vous ai invité à participer donc à cette intervention de Marlène pour travailler avec des personnes agressives, ce qu'elle va vous expliquer maintenant. Donc, on est contente de faire ça parce qu'on s'est aperçu que pendant le confinement, ces visio-rencontres vous permettaient d'échanger entre vous, de maintenir du lien, de trouver des idées pour continuer à travailler à distance. Donc Marlène va vous proposer des choses de son côté parce elle fait plein de choses, elle fait plein de formations. Et puis du côté des éditions Qui plus est, on va continuer aussi à faire des visio-rencontres régulièrement puisque certains d'entre vous nous l'ont réclamé. Voilà, Marlène, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je souhaite aussi la bienvenue à Keira, Isabelle, Christelle, Lydie et tous les autres qui sont là, qui vont aussi nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a comme constat de retour terrain, c'est qu'avec le contexte du virus qui circule, avec les maladies qu'il y a eu, avec les contraintes qu'il y a eu, avec les problèmes économiques et de travail que beaucoup de personnes sont impactées, il y a des retours d'agressivité qui sont des fois bizarres. J'ai rencontré même des gens et des clients que j'ai qui me disent que par moments, ils sont vraiment accaparés, énervés, épuisés à 4 heures l'après-midi parce que des gens qui normalement ont un comportement correct sont très impatients, agressent, sont extrêmement exigeants et que ça épuise bien évidemment les prestataires. Et mon idée personnelle, ces personnes-là ne sont pas plus méchants qu'avant, mais que le changement de comportement est lié à une peur peut-être du virus, mais aussi des responsabilités qui sont mises en avant partout, avec les contraintes, les agacements de porter des masques au travail, c'est fatigant. Il y a pas mal de choses qui sont plus lourdes encore aujourd'hui et déjà on vit en France dans un pays qui est pas toujours évident. C'est pour ça que moi je crois que, ces changements de comportement sont explicables, par la physiologie. Moi je m'intéresse énormément à la physiologie humaine, parce que mon arrière-plan c'est de la médecine. J'ai fait de la médecine sportive, pas dans les humains, mais dans les chevaux de sport de haut niveau et j'ai changé de métier complètement il y a 15 ans où donc je m'intéresse énormément à la personne au travail, aux équipes au travail et j'essaie de donner, des idées ou un accompagnement pour, rendre les choses plus faciles, plus efficaces et plus légères. Alors, comment se conduire et comment travailler en face d'une personne qui a peur? Mon hypothèse à moi et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, les personnes qui deviennent agressives ont la plupart du temps, peur. Au moins les gens qui sont devenus agressifs, c'était pas leur caractère, 1er. Donc on là, on va d'abord parler des émotions. On a des émotions de base. La plupart des personnes disent que c'est dans le désordre, la peur, la colère, la joie et la tristesse. Donc tout le monde connaît ça et il y en a certains qui mettent dans cette classification 2 émotions de base complémentaires qui sont le surprise et le dégoût. C'est quoi une émotion de base? Là, on va s'occuper avant tout de la peur. Hem Une émotion de base, c'est une réaction qui est immédiate, qui est hyper, hyper, hyper rapide, ultra rapide. C'est-à-dire que ça arrive tellement vite qu'on fait des choses, et on est complètement inconscient dans un premier temps. Et cette émotion de base, se passe en face de quelque chose, d'un stimulus extérieur et donc pour ce qui concerne la peur, ça arrive lorsqu'il y a une menace réelle. Si moi je me promène en Floride et je ne connais pas l'environnement et puis je vois un truc, vert, couché dans l'herbe et je me promène,
Et puis tout d'un coup, cette chose est un animal et ouvre grand sa gueule et veut me manger, je vais avoir une réaction instinctive. C'est-à-dire, ça va même pas me prendre le temps de réfléchir. Je vais très certainement courir parce que il y a un crocodile, même si je ne sais pas que c'est un crocodile, mon corps va réagir. Mon inconscient va réagir et je vais très certainement fuir. Donc ici, l'émotion, la peur en tant qu'émotion de base, c'est rapide. C'est très, très rapide. On a un autre exemple, si vous avez eu peut-être un accident ou un presque accident, il y a la même chose qui se passe. Si vous vous promenez dans la rue, il y a un bolide rouge qui arrive, en toute vitesse et vous êtes en plein milieu de la rue, vous allez vous sauver, soit sur le trottoir en face ou reculer pour vous mettre en sécurité sur le trottoir que vous avez quitté peu de temps avant et vous allez courir et c'est seulement dans un deuxième temps, vous allez vous dire: «Ah! Bah, finalement, j'ai eu peur et j'ai eu tellement peur» et vous allez commencer à trembler après. Donc toute l'émotion de peur, avec le ressenti physique, la chaleur, les tremblements, les sueurs et cetera, c'est après. Donc l'explication neurologique, est la suivante, c'est que les circuits des nerfs qui sont interconnectés par des synapses, les circuits neurologiques des émotions sont plus courts que ceux qui passent par la partie consciente de notre cerveau et donc les circuits neurologiques des émotions de base sont beaucoup plus courts que ceux de la réflexion et donc on réfléchit seulement après. Ça ne veut pas dire que nous sommes, complètement passives, vis-à-vis des émotions. La réflexion, elle arrive, mais un petit peu plus tard et donc après on peut reprendre le, le contrôle sur ce qui se passe, parce que nous avons un cerveau entre les 2 oreilles, donc nous sommes quand même aux commandes. Après, nous avons le peur sentiment. Donc la peur sentiment, c'est pas la peur émotion, hein. Vous vous souvenez, l'émotion, donc rapide, 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 en face d'une menace réelle, et que cette menace réelle, je l'ai peut-être vue pour la première fois, peut-être je l'ai déjà vue, mais c'est quelque chose qui va très vite. Donc la peur sentiment, elle est différente dans la mesure où elle est toujours liée à un souvenir. Soit c'est un vécu personnel, c'est moi qui ai déjà rencontré un crocodile ou moi, à un moment de ma vie, il y a un bolide qui m'a presque roulé dessus ou alors un événement traumatisant peut aussi, toucher un groupe auquel j'appartiens, donc un petit groupe, ça peut être, une famille, ça peut être, une entreprise, ça peut être, une association, un groupe d'amis, ce que vous voulez. Donc quand on a un souvenir dit négatif, donc un sentiment de peur, par exemple un enfant qui a eu des injections, bah, quand il va voir la blouse blanche, bah, l'enfant, pour, ses vaccins suivants, même s'il est déjà tout petit, encore tout petit, il va probablement se mettre à crier, s'il a un mauvais souvenir de ça. Moi, pour, ma part, j'ai fait beaucoup de conférences au niveau international en médecine, parce que j'étais extrêmement pointue sur un sujet précis, où j'avais fait, des études, supplémentaires, des recherches cliniques, donc j'en savais beaucoup plus que les collègues. Donc je les enseignais, je partageais mon savoir, mais l'idée de devoir monter sur l'estrade, de parler dans un micro, pour moi, c'était, horrible. À tel point que, bah, j'avais mal au ventre 6 mois avant. Et donc je me suis prise en main, je me suis fait aider, puis maintenant je vois un micro, j'ai du plaisir, à condition bien évidemment d'avoir quelque chose à dire. Et de la même manière, si une fois dans votre vie vous êtes, fait vraiment engueuler par, une personne, bah, il est très probable que vous avez du mal à retourner la voir sereinement parce qu'on a donc, on appelle ça un ancrage, il y a une connexion entre, un stimulus et puis un ressenti et donc on a peur de retourner dans une situation similaire. Donc la peur sentiment, là, il y a un temps long. Moi, je peux avoir peur de quelque chose, qui s'est passé il y a longtemps.
quelque chose qui va se passer demain. J'anticipe pour demain: «Ah bah, ça me fait peur d'aller en entretien d'embauche, ça me fait peur de me présenter à quelqu'un, bah, j'ai un rendez-vous chez le patron», ou vous pouvez dire, ce que vous voulez. Donc un événement qui est dans le futur, ça peut être demain, mais ça peut être dans 6 mois, hein. Donc ici, c'est différent. La peur, émotion rapide et le peur, sentiment, c'est plus long. Ensuite, on a, un autre piège de la peur liée sentiment, vous voyez, l'anticipation plus longue et là, on a 2 sources, des sources externes et des sources internes. Nous pouvons hériter de la peur d'une tierce personne, d'un tiers. Donc nous n'avons pas vécu, cette situation traumatisante nous-mêmes, mais nous l'avons, vue chez quelqu'un d'autre. Il y a quelques années, j'avais invité une amie avec ses 2 filles, pour une visite privée à la maison. Elle est venue avec ses 2 petites filles qui avaient 6 et 8 ans et à l'époque, j'avais un chien, très gentil, un beagle qui est connu pour être très, très doux et d'être, très doux avec les enfants. Ils peuvent les tirer, la queue, les oreilles et tout et c'est des enfants des chiens qui ont un comportement vraiment, exceptionnel. Et quand les enfants sont rentrés dans le salon, ont vu les chiens, elles se sont mises à hurler, à se réfugier dans les jupons de leur mère et j'ai trouvé ça vraiment très, très bizarre. Comme si elles avaient vraiment eu un mauvais souvenir, personnel de ça. Or, après, réflexion et puis, et un échange avec la maman, donc c'était une famille africaine et en Afrique, il y a les chiens ne sont pas vaccinés contre la rage, donc dans la rue, il y a des chiens qui sont enragés et il arrive que des enfants se font mordre et meurent de la rage après, parce que la rage, elle est à 100 mortelle et donc la peur du chien a été transmise par la mère parce que, dans leur culture, il fallait absolument protéger les enfants, donc c'était un héritage. Que nous avons un enseignement fort et ou répété, par exemple pendant les médias, là par les Covid, ou toute autre raison, nous pouvons aussi avoir de la peur parce qu'il y a la réflexion qui en fait partie, ça cogite un petit peu et donc si on nous dit par exemple, bah, que les chercheurs ils ont trouvé que et ils racontent ça le 1er avril, que la nuit à venir à 2h58, il y a une météorite qui va nous tomber dessus, sur la France et détruire la France. Vous pouvez être certain qu'il y a certaines personnes ne vont plus dormir, d'accord? Même si c'est une information fake, donc un faux, un mensonge. Le problème, c'est que le cerveau, l'inconscient ne fait pas la différence entre la vérité et un mensonge ou une peur imaginaire et c'est ça un petit peu la difficulté, quand c'est ancré dans l'inconscient, on peut toujours raisonner, c'est pas tout de suite, ça ne fait pas suffisamment d'effet, donc il faut prendre d'autres biais. Après, on a aussi des sources internes, on peut avoir de l'imagination, on peut se faire peur soi-même, en imaginant le pire. Il y a des gens qui sont très doués pour se faire des soucis, pour imaginer, bah: «Qu'est-ce qui pourrait arriver demain? C'est déjà tellement difficile en France, c'est tellement difficile, on a eu la sécheresse, on a eu des pluies, on a ceci, cela et on a certainement une autre catastrophe qui va arriver demain». Donc l'imagination, ça peut, en rajouter. Ce qui est important de comprendre aussi, nos focus, sur quoi on se concentre, avec intérêt et ou dans la durée, c'est-à-dire ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, donc les informations, ce avec quoi nous nous nourrissons notre intérieur, ça va nous transformer à un moment donné et si nous nourrissons en permanence avec des choses terribles, mais nous allons nourrir un sentiment de peur. Donc pour, comprendre, comment réagir, on va faire une petite excursion au niveau du cerveau. Donc ceux qui ont déjà vu le premier webinaire vont reconnaître, donc ce sera une petite répétition, mais ça ne peut pas faire de mal. Donc ici, je vous ai mis un schéma très simple du cerveau. Donc là, vous avez que 3 éléments à connaître et vous n'avez même pas besoin de connaître les mots anatomiques. Si vous retenez la fonction, c'est très, très bien. Donc on a d'abord
le cortex préfrontal. Donc ça, c'est une partie du cerveau qui est juste derrière notre front, au-dessus des yeux. C'est à peu près grand comme un pamplemousse et ça fait fonction de cockpit. Comme dans un avion, vous avez le cockpit devant, vous avez les pilotes. Les pilotes, ils ont tous les instruments au sein qui contrôlent l'avion, mais aussi qui donnent des informations sur la météo et ils sont en interconnexion avec la Terre, avec la tour de contrôle et donc les pilotes sont au travail, ils analysent les données, ils prennent des décisions, ils contrôlent les effets de leurs décisions et donc ils sont actifs et donc ça, c'est la partie à peu près consciente de notre cerveau. Donc c'est l'évaluation, l'analyse et la prise de décision dans le cockpit. On a après l'ellipse jaune qui est au centre du cerveau. On appelle ça le système limbique. Système parce qu'elle est composée de plusieurs organes et donc ça travaille ensemble comme un système et ça fonctionne de radar. Nous partageons cette partie-là avec les autres animaux, notamment avec les mammifères que je connais mieux que les autres. Et donc, ce radar-là, il fonctionne tout le temps. Il fonctionne tout le temps pour voir si dans l'environnement, il y a des récompenses ou s'il y a des dangers. Ce radar-là, ça sert à notre sécurité comme sur un navire, il y a un radar pour voir s'il y a des grands bateaux, des petits bateaux qui sont autour et est-ce qu'il y aura éventuellement une collision possible? Est-ce qu'il faudrait éventuellement faire une correction de la trajectoire ou autre? Et donc, ce radar fonctionne chez nous en permanence. Et donc après, on a les zones des mémoires que j'ai matérialisées ici avec les petites étoiles. Je les ai mis derrière parce que dans la partie arrière du cerveau, on a le stockage des images, mais les mémoires diffusent un petit peu partout, mais c'est pour la simplicité. Pour regarder de plus près le système limbique, donc le radar, il faut le savoir qu'il peut être dans 5 états de stimulation différents. Mais seulement dans un état de stimulation à la fois. De la même manière que vous avez le feu rouge sur un carrefour, soit c'est vert, soit c'est rouge, soit c'est orange. C'est pas vert et rouge en même temps. Et donc ici, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire quand il y a une peur, parce qu'il y a une menace, donc la partie gauche, il y a des menaces, donc le système limbique, il peut être en alerte, alerte rouge, hein, donc il donne des signaux neurologiques et après on a des hormones bien évidemment qui prennent le relais et donc le radar active pour que l'organisme, pour que la personne ou l'animal prenne des mesures pour se mettre en sécurité. Le radar regarde aussi s'il y a des récompenses. Donc là, on va pas étudier la partie à droite. Ce qui nous intéresse, ce sont les 2 smileys à gauche. Donc celui en rouge, c'est la zone de peur et celui vert, c'est celui qui nous intéresse dans un deuxième temps parce que même en présence d'une menace, donc les 2 sont en présence d'une menace, on n'est pas obligé de réagir avec de la peur. Avec une professionnalisation, on peut aller dans la zone verte, là où se trouve le smiley vert. Ensuite, quand le radar est dans le rouge, il se passe plusieurs choses. On a premièrement le cortex préfrontal, donc le cockpit se rétrécit et au lieu d'être un pamplemousse, on a un petit poids dans la tête. Et avec le petit poids, on ne peut plus réfléchir. C'est-à-dire que anatomiquement, les nerfs ne disparaissent pas, les neurones ne disparaissent pas, mais fonctionnellement, c'est comme s'il n'y en avait plus, ou comme s'il n'y en avait plus très peu. Et donc ici, l'évaluation de la réalité, des signes qui sont autour, la réflexion est réduite, voire annulée. Deuxièmement, l'accès à la mémoire devient difficile, c'est-à-dire c'est annulé. Et ça, quand le radar est dans le rouge. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, ce sont des incapacités. Donc le cockpit est réduit, donc il n'y a plus d'idées. Plus d'idées pour des solutions non plus. La collaboration devient difficile, la coopération devient difficile. L'accès à la mémoire, donc le disque dur, est annulé, il ne fonctionne plus. On ne se souvient plus des choses
excusez-moi, des choses vraiment très, très évidentes. Et on a un troisième phénomène, c'est-à-dire on n'a plus la capacité, à ce moment-là, quand le radar est dans le rouge, de voir ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des choses subtiles. Donc ça, ce n'est plus possible. Après, vous le savez, parce que vous l'avez certainement constaté aussi, que, il se produit chez beaucoup de personnes une hyperactivité productive. On a une hyperactivité productive, des choses qui commencent à faire énormément de choses, mais pas forcément les choses qui sont prioritaires. Je retourne ici, on a donc, la réflexion qui est annulée, la mémoire qui est annulée, mais on a aussi l'apparition de réactions instinctives. Les réactions instinctives, vous le savez, aussi parce que vous l'avez déjà rencontré, sont de 3 ordres. Et puis là, je m'excuse, j'ai raté le slide, il a disparu, par une fausse manip. On a l'agressivité. Quelqu'un qui a peur peut devenir agressif ou fuir ou, faire la tortue, c'est-à-dire se recroqueviller et devenir complètement immobile ou figé. Ces réactions instinctives, ne sont pas réfléchies dans un premier temps. Comme je vous ai dit, l'émotion peur, c'est donc très rapide, c'est immédiat et c'est dans un deuxième temps, on peut se rendre compte et puis donc, reprendre le contrôle sur le comportement, mais quand le radar est vraiment dans le rouge, il y a souvent des réactions instinctives et donc il faut comprendre que les réactions instinctives sont au départ, positives parce qu'elles permettent la, la survie soit de l'individu, du groupe ou de l'espèce. Donc fuir devant un bolide, c'est une bonne chose. Se figer quand, il y a un terroriste dans la rue qui commence à tirer de partout, c'est bon pour la survie aussi. Et puis dans certains moments de la vie, se manifester et puis, taper sur quelqu'un ou dire «stop» de manière très, très forte, ça peut être, bénéfique également. Donc on a ces phénomènes-là qui rendent le travail avec, des personnes, dans un état second, un petit peu compliqué et surtout, on a ce qu'on appelle un stress non productif. Quand les gens, ils ont peur, ils rentrent dans un stress non productif. Le stress en soi, c'est positif aussi parce que ça augmente notre capacité de réagir. Vous avez déjà entendu parler des hormones du stress. On va pas rentrer dans le détail, mais par exemple, l'adrénaline. Quand il y a un petit peu d'adrénaline, ça augmente notre capacité parce que le glucose augmente dans le sang, notre force musculaire augmente, la sensibilité à la douleur diminue et on devient à ce moment-là un petit peu plus intelligent. C'est-à-dire on a une capacité de mieux réfléchir. Quand le taux du stress augmente encore, il devient non productif et quand on a affaire avec des gens agressifs en ce moment, c'est qu'ils sont dans cet état de stress non productif. Donc aujourd'hui, je vous ai promis une conférence qui est courte, donc on va rester très, très concis. Je vais vous donner, quelques idées, quelques pistes. La première règle, c'est de rester calme. Ça, c'est absolument indispensable parce que si vous vous énervez, ça va pas améliorer la personne qui est déjà sous tension en face. Donc c'est un effort à faire. C'est l'idéal quand on peut faire une anticipation. C'est-à-dire si vous savez à 9 heures, j'ai un rendez-vous avec une personne qui vient me voir, vous pouvez anticiper et prendre une prédécision. Si jamais elle s'énerve, voilà ce que je vais faire. Donc, de prendre une prédécision, quoi qu'il arrive, je vais rester calme. Ça vous aider, peut-être pas à 100 parce que vous êtes pas, parfait, moi non plus d'ailleurs. Donc, on peut être contaminé par la peur, mais, la prédécision de rester calme dans la mesure du possible, ça c'est déjà une très, très bonne chose. Ensuite, la deuxième règle, c'est d'essayer d'assurer, de rassurer, c'est-à-dire d'entourer la personne qui a peur.
Entourer, comme vous prenez les mots, c'est bien mettre différents tours autour de cette personne-là pour la mettre en sécurité dans une ville fortifiée, au niveau des émotions pour dire: «Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule, on est là avec toi, on va traverser ce moment-là ensemble. Je vais vous aider, je serai là, je suis, à votre écoute. On va trouver des solutions, je vais me renseigner». Donc tout ça, ça veut dire je mets des tours, une fortification autour pour que la personne puisse, se rassurer. Déjà, ça c'est, souvent très aidant. Ensuite, vous pouvez, aussi relativiser. Quand on a une situation qui fait peur, c'est comme si on avait un ballon de gym, vous voyez, qui fait 1 mètre de diamètre, qui est devant notre nez et quand, on a peur, on ne voit pas sur le côté ni derrière, on ne voit que le grand ballon qui prend toute la vision. Et donc, ici, le chien, il est beaucoup plus grand que moi et c'est terrible. Et donc il va me manger et puis d'ailleurs il va faire, qu'une bouchée de pain et si je relativise, si je prends la situation et je la mets un petit peu à distance, dire: «Mais on a déjà vu d'autres choses, ce n'est pas si grave que ça, on a déjà eu une panne de ce genre-là, on a déjà fait face à une situation, dans il y a 3 ans et puis on s'est bien sorti. On a déjà eu, une période difficile, où on n'avait pas les ressources, et on a trouvé des solutions. Donc ici, le petit chien, il va devenir plus petit et le grand ballon de gym orange que j'ai devant le nez et je ne vois rien d'autre, va devenir une petite balle de ping-pong, toujours orange, mais je peux la distancier, donc je peux la mettre, plus loin et donc ça c'est très aidant et puis, ben, finalement, le grand chien terrible qui allait me manger devient un petit toutou gentil qui n'a qu'une chose, c'est de se faire caresser, de jouer. Donc ça, c'est relativiser, dédramatiser. Ensuite, quand ça ne suffit pas, on peut, faire un petit exercice avec la personne ou avec un groupe de personnes et on peut utiliser ces 2 cercles. Je l'ai fait dans des situations, un petit peu chaudes. Je vais vous donner l'exemple avant de vous expliquer, la suite. J'étais, dans une institution et on avait, à l'époque les manifestations des étudiants et on avait, une bonne centaine d'étudiants qui étaient, très énervés devant, la vitrine et qui faisaient une démonstration. C'est-à-dire que pour être très clair, c'était la vitrine de, l'entrée de la mairie parce que j'étais adjointe au maire, j'étais dans les murs à ce moment-là et donc il y avait un tollé dehors avec, des jeunes qui étaient très énervés et on avait un petit peu peur qu'ils allaient, casser et qu'il y avait des dégâts et des blessés. Et donc avec, un collègue, je suis sortie et j'ai invité une petite délégation, dans une, salle, et ils sont rentrés et toujours très, très énervés. Mais le fait qu'on les ait abordés, écoutés avec le sourire, avec le calme, dit: «Écoutez, on va vous écouter, on va donner du temps». Déjà, ça a permis, au groupe qui est resté dehors, de d'attendre que la délégation rentre nous rencontrent et ressortent et donc on a eu en face de nous une dizaine de jeunes qui étaient, très chauds, qui étaient très, très chauds et puis mon collègue qui lui était un ancien militaire, commandant des CRS, avait ses manières de faire donc il avait déjà rencontré pas mal de tensions de situations tendues et donc il a fait à sa manière et les jeunes, ils ne se calmaient pas et je me suis dit: «Mais il faut absolument que je trouve un moyen» et donc je me suis souvenue de ces cercles et puis je me suis levée et j'ai pris, un j'ai pris rapproché le paperboard qui était là. J'ai commencé avec un crayon, j'ai commencé à faire 2 cercles comme ça. Et j'ai mis les titres, les cercles de préoccupation et le cercle d'influence et au bout de quelques minutes, vu qu'il se passait quelque chose, ils sont devenus attentifs et se sont calmés et une fois qu'ils ont, compris ce que je voulais leur dire, bah, finalement, ils sont partis gentiment et ils sont, partis, devant la mairie. Ils ont fini leur tour et puis, il n'y a pas eu d'incident dans la ville. Donc quand on dit à des personnes qui sont, préoccupées, sous tension, agressifs: «Écoutez, quelles sont vos préoccupations aujourd'hui?» et donc de pouvoir les écouter et mieux encore écrire. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez
soit une feuille A4 ou un paperboard. Et donc, vous nommez, vraiment les préoccupations, les soucis, les questions, les peurs que les gens ils ont. Et puis ensuite, vous leur dites: «Mais sur quoi avez-vous maintenant une influence?» Et les gens, ils vont voir, donc nommer là aussi. Moi, j'ai une influence, je me soucie de ma santé, je me soucie de la santé du monde, entier. Mais là, j'ai pas d'influence, mais par contre, j'ai une influence sur mon corps à moi, si je dors assez, si je fais de l'exercice, si je mange suffisamment bien, si je me fais vacciner, si je me fais examiner de temps en temps. Donc j'ai une influence petite, mais j'en ai une. Par contre, je n'ai pas la responsabilité ni, l'autorité sur la santé du monde entier. Donc, quand on commence à dire: «Écoutez, vous avez de l'influence et maintenant on va voir en quoi le cercle de préoccupation se chevauche avec le cercle d'influence». Quand on fait cet exercice-là, vous allez voir que le cercle de préoccupation va diminuer parce qu'ils vont voir, «Tiens, je me préoccupe beaucoup pour, la météo qu'il fait sur la planète Mars. Oui, mais comme je n'ai pas d'influence là-dessus, c'est peut-être pas la nécessaire que que j'utilise mon temps, que je gâche mon temps pour réfléchir à ça». Donc se concentrer plus là où j'ai de l'influence et comme tout ce que je regarde augmente, mon cercle d'influence va augmenter et le cercle des préoccupations va se dégonfler. Il va pas être à zéro parce qu'on en a toujours, mais par contre, ça va rapetisser et puis, bah, finalement, vous pouvez emmener les gens à dire: «Mais finalement, là où il faut qu'on regarde, c'est la marge de manœuvre. Quelle est la partie des préoccupations qui, sont aussi sous ton influence?» Et là, on peut agir et donc du moment où vous remettez les gens en activité quelque part, bah, ils vont se calmer aussi. Je vais donner un autre exemple. J'avais écouté une fois une conférence vraiment passionnante de la part d'un négociateur du GIGN et il nous expliquait quand ils arrivaient sur, une prise d'otage tout armé et qu'il y avait les sous-préfets ou le maire qui était dans tous ces états, bah, il faisait encore plus rapidement que là les cercles de préoccupation, d'influence, c'est-à-dire il les occupait. Il leur disait: «Est-ce que vous pouvez nous faire un croquis des lieux si vous le connaissez? Ou est-ce que vous connaissez la personne? Est-ce que vous pouvez nous faire un profil psychologique?» Et donc il donnait une occupation qui faisait un certain sens à cette personne-là et comme ça, eux, ils pouvaient se mettre en place et commencer les négociations avec, le preneur d'otages et faire leur travail. Donc, dans 99,9 du temps, les interventions du GIGN se passent très bien, c'est-à-dire qu'il y a pas de blessés, pas de morts à la fin et pourtant la probabilité au départ était très importante. Donc dans une, situation plus light, plus de notre quotidien, les cercles de préoccupation et d'influence peuvent vraiment calmer les gens. Voilà pour la petite formation que j'avais, à vous présenter là aujourd'hui. Oublié. Ah oui, vous avez une un 5e piste que vous pouvez utiliser pour calmer les gens, quand vous avez des personnes agressives, en face de vous, c'est d'écouter de manière active. Et écouter de manière active, c'est pas dire uniquement vous, vous entendez, vous écoutez, mais aussi donner le ressenti à la personne en face d'être écoutée. C'est ça qui fait la bascule. C'est ça qui fait qu'il se calme. Si un malade, va voir le médecin et le médecin, il a compris ce qu'a le malade et il sait ce qu'il doit lui proposer, ça ne calme pas le malade, c'est seulement quand il a compris que le médecin a compris. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose et donc écouter activement, ça veut dire déjà reconnaître: «Oui, aujourd'hui, la situation est compliquée. Oui, je reconnais que votre situation est compliquée ou la nôtre. Oui, c'est vrai qu'on vit dans une période qui n'est pas confortable aujourd'hui. Oui, c'est compliqué. Oui, ça peut être chaud» et cetera. Donc vous pou la reconnaissance de la difficulté, déjà, ça fait dégonfler le ballon en partie. Et puis ensuite, la deuxième piste, de l'écoute active, c'est de reprendre les mots de la personne, mais les mots exacts de la personne et ce n'est pas une reformulation. Quand je reformule, je prends mes mots. Par exemple, si le médecin, le patient, il va voir le médecin en disant: «Ah ben, j'ai vraiment mal au crâne et quand, j'ai mal au crâne, je pète un câble».
Et donc si le médecin il dit: «Quand vous avez mal à la tête, vous êtes nerveux». Donc là, c'est une reformulation. Le médecin, il reprend d'autres mots qui sont corrects, mais ce n'est pas ça qui va calmer la personne. Elle va se calmer si le médecin va reprendre exactement les mots. Donc il va dire: «Monsieur Michu, j'ai bien compris, quand vous avez mal au crâne, vous pétez un câble en face de votre famille, en face de votre collègue et cetera». Et donc c'est en reprenant les mots exacts que la personne se sent reconnue et que la tension va baisser. Donc voilà, c'était le petit partage sur les passions agressives. Je vous ai pas donné tous les tuyaux, je n'ai pas tous les tuyaux non plus, c'est imparfait, mais ayant compris certaines choses au niveau du comportement, vous avez des pistes d'action et vous allez voir que vous allez être plus confortable, vous et les personnes qui sont avec vous et que ça va baisser, puis on peut comparer. Je vais donner un autre exemple professionnel. Ça, c'était dans mon premier métier, j'avais, un jour une personne qui était, très, 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 très énervée après moi. Un client qui était très énervé, après moi. À mon avis, c'était complètement injustifié. D'après son avis, c'était complètement justifié et c'était, très, très, très chaud et comme vous le savez, une personne qui est mécontente va parler à 10-20 personnes. Une personne qui est contente va parler à 1 ou 2 personnes. Donc, si, on craint pour la réputation professionnelle, vaut mieux calmer les choses, immédiatement. Donc je vais vous donner le contexte. Donc j'étais vétérinaire pour des chevaux et puis ce monsieur-là, il avait un cheval de course qui s'était blessé, chez lui et il s'était sectionné un tendon. Donc complètement sectionné, le cheval était foutu et donc je lui dis que je ne pouvais pas le réparer, que personne ne pouvait réparer le cheval et le rendre compétitif, en retour et donc je lui proposais, l'euthanasie parce que, là où s'était placé même, un titre conservatoire pour garder la vie du cheval, ce n'était pas envisageable et donc le monsieur il m'a dit: «Oui, oui, mais je ne peux pas supporter», il était vraiment «Ouh» comme ça, «je ne peux pas supporter de le voir, euthanasié, voire mort chez moi. Donc il faut que vous le transportiez chez vous» et donc il fallait qu'on organise le transport, que je le mette, dans ma clinique que j'avais à l'époque. Il me mettait du sang partout et quand, j'ai dit: «Bon, maintenant on va procéder à l'euthanasie», il me dit: «Mais je veux pas le garder, je ne peux pas le tenir». Or un véto, il ne peut pas tenir le cheval et faire une injection avec un euthanasique parce que c'est beaucoup trop dangereux, pour tout le monde et donc il fallait qu'à 9 ou 10 heures le soir et que j'appelle un collaborateur qui était bien évidemment chez lui pour venir m'aider à piquer le cheval et donc on a fait ça et on a fait venir les l'acquérisseur le lendemain et cetera et donc je lui ai envoyé les honoraires pour cette action, pour la consultation, pour les déplacements, pour la consultation, pour le temps une partie de mon temps passé, le fait que je dois payer encore le collaborateur, que je dois nettoyer une salle entière qui était plein de sang et hem et donc j'ai pas facturé à ce que j'estimais que c'était bon pour moi, mais j'ai fait un gros effort, mais c'était supérieur à ce qu'un de ses collègues avait eu quand, dans une situation similaire, le vétérinaire est juste venu, a sorti sa seringue et a piqué un cheval dans un pré, il est reparti. Donc moi j'avais, 3 heures de travail au moins avec ça et puis l'autre vétérinaire avait, 10 minutes. Et donc il est venu, donc ce client est venu me voir en me disant que j'étais une voleuse, que j'avais des honoraires, épouvantables et cetera donc et il voulait crier ça sur tous les toits. Et donc je l'ai fait venir dans mon bureau, donc à part, je l'ai écouté, j'ai repris ses mots, je lui ai dit: «Racontez-moi votre histoire» et une fois qu'il avait tout raconté, que j'avais accusé réception de sa souffrance, parce qu'en plus il avait une perte, émotionnelle aussi avec son cheval. Hem, il s'est calmé et c'est seulement une fois qu'il s'était calmé que j'ai pu lui dire: «Est-ce que monsieur Michu maintenant, est-ce que je peux j'ai bien entendu, est-ce que je peux vous donner ma version des faits? Est-ce que je peux comparer? Et là, vous venez avec des faits». Donc j'ai dit: «Écoutez, le confrère, il a pris 10 minutes pour faire une euthanasie. Moi,
vous avez eu une demande différente, parce que vous ne vouliez pas que le cheval meure chez vous. Vous voulez ceci, cela, vous avez demandé des prestations supplémentaires et donc moi j'ai passé, 3 heures plus, 1 heure de nettoyage. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire la même facturation. Donc il s'est calmé et on a eu des relations, pas extraordinaires, après, mais correctes et bonnes et surtout il n'a pas, diffusé une, fausse information. Donc voilà une personne agressive, là, elle s'est sentie, ouais, elle était submergée émotionnellement et donc j'ai su l'accueillir et pour moi, c'était vraiment, un événement professionnel qui m'a été un enseignement incroyable et une fois que j'ai mieux compris après la physiologie, pourquoi, ça marche comme ça, je l'enseigne volontiers donc cet exemple-là, je vous le raconte là à vous, mais normalement je le garde pour moi parce que c'est pas des exemples qui sont, très c'est facile à partager, mais pour moi, c'était le grand déclic. Le grand déclic de voir de mes propres mains, de mes propres yeux, comment une personne qui était énervée un maximum pouvait se calmer. Donc voilà. Si vous avez des questions, concernant ce contenu-là que je vous ai partagé, vous pouvez l'écrire maintenant, je vais pouvoir le lire et puis, Sylvie aussi. Il y a un décalage, le temps que vous écrivez, le temps que je puisse le lire, se passe à peu près, une vingtaine de secondes. Donc je me permets de vous dire donc là, je suis en train de préparer une formation, mais pour des managers, comment manager des gens, en équipe, dans des petites structures qui sont, heureuses. Comment fonctionne aussi la contagion émotionnelle et ça, c'est un vrai problème dans des groupes et je leur donne, des outils, comme je vous ai donné là pour calmer les choses, aussi pour traverser un petit peu une période de crise, mais aussi pour remonter et comment ils peuvent après, faire des plus petits. Cette Alors formation en Amélie ligne. demande: «Dans les situations que vous décrivez, vous êtes vous-même soumise à une forte charge émotionnelle. Comment la régulez-vous pendant et après?» Très bonne question. J'ai appris avec le temps. Je ne suis pas, immunisée complètement, mais je pense, m'en sortir quand même pas mal. Je vais vous donner, un exemple. J'étais, heu, je représentais l'autorité, donc RH, dans une collectivité, il y avait 700 postes et on avait un problème de comportement avec un des collaborateurs qui était un petit peu un cas social au départ, qui avait des problèmes d'alcool et donc il venait au travail ou il venait pas et puis, son chef de service avait épuisé, en douce tous ses congés pour camoufler ses absences et puis, bah, finalement, ah bah, il avait, exagéré et donc c'était pas la procédure normale, mais c'était pas normal. Heu et donc on avait convoqué cette personne-là avec, le directeur des ressources humaines, un entretien disciplinaire pour lui dire que ça pouvait pas durer comme ça. S'il était malade, il fallait qu'il se fasse, soigner, mais qu'on ne pouvait pas, accepter qu'il vienne travailler 1 jour sur 2, ça, pendant le temps de travail, qu'il était absent la moitié du temps. Et donc il a eu le rendez-vous à 9 heures du matin. Il a la bonne idée, d'aller, au bar, avant et donc de de se s'alcooliser avant et donc il est arrivé très, très énervé. Donc il avait peur de perdre, parce qu'on lui a dit: «Écoutez, on ne peut pas accepter, ce comportement-là. Désormais, si vous n'êtes pas au travail, si vous n'avez pas d'arrêt de travail, si vous n'avez pas, des congés posés, on va vous enlever heu, sur votre rémunération des journées de présence, donc ça va diminuer votre paye». Et donc il s'est vraiment énervé beaucoup et il a commencé à proférer des menaces de mort et je peux vous dire que je suis restée mais parfaitement zen. Parfaitement zen, heu, parce que, je l'ai observé. Je savais ce qui se passait dedans et mon expérience en tant que vétérinaire m'a vraiment beaucoup aidée, notamment avec les chevaux parce que j'étais spécialisée dans les chevaux de sport et donc quand un cheval s'énervait, si moi je m'énervais, ça ne servait à rien, c'était pire. Donc je prenais un coup de pied, dans la figure et c'était pas utile et donc j'avais pris l'habitude quand, il y avait un cheval de sport, qui faisait, 500-600 kilogrammes, qui s'énervait, que nous on était là pour: «Ah, ah».
vraiment apaiser, apaiser, apaiser. Et donc j'ai pris la même attitude avec ce collaborateur qui avait professé des menaces de mort. Donc au départ, je voulais le faire dépister pour l'alcoolémie, mais il était trop nerveux et le préventeur, il n'était pas dans les murs, donc je n'ai pas pu. Donc quand on a quelqu'un qui a un comportement, incorrect, inacceptable en face de soi, il faut pas dire: «Mais tu as raison», non, il faut quand même mettre, du cadre. Donc on lui dit que je n'acceptais pas son comportement, mais qu'il pouvait partir. Et donc il est parti, sans faire de dégâts. Hem, j'avais un bureau qui était en verre, il y avait un extincteur, donc il aura pu tout casser, ça aurait été, et puis en plus il était plus fort que moi, donc ça aurait pu, donner, des dégâts quand même. Mais là, moi je suis restée parfaitement, calme. Je l'ai laissé partir et puis après, j'ai porté plainte, au niveau de la police. Il est allé au tribunal, il a eu une condamnation. Et ça, c'était le cadre officiel par la loi, notre institution, qui a permis à ce que, bah, il rentre dans le cadre. Et après c'était vivable parce qu'à l'époque, même ses collègues qui étaient des jardiniers en avaient peur. Et donc il est rentré dans le cadre grâce à cette démarche-là. Hem, C'était pas certainement le meilleur collaborateur qu'on ait eu, mais c'était moins gérable. Voilà. Dans une autre situation, j'avais une collègue qui avait, le même statut que moi, mais qui, de temps en temps, s'énervait énormément. Elle était médecin pourtant, donc une femme intelligente, formée, cultivée, mais il y avait des moments où, vraiment, elle n'arrivait pas à se contrôler. Et donc elle traitait les gens qui étaient autour, mais vraiment d'une manière, pas très élégante, quoi. Et j'avais un directeur général qui, un jour me dit: «Mais écoutez, moi je ne comprends pas comment vous arrivez à rester calme». Parce que lui, ça l'affectait énormément, quand, ça arrivait en face de lui et puis moi j'arrivais à rester cool. Et moi je lui dis: «Écoutez, moi c'est comme si», et ça vous pouvez le faire, facilement, c'est comme si moi je regardais, la petite souris sous le microscope ou la petite fourmi qui fait une crise. «Ah d'accord, tu fais une crise. D'accord, je te regarde». Donc je me mettais en distanciation, émotionnelle. C'est-à-dire que je regarde comme si j'étais un martien, un observateur neutre. Donc je regarde, la petite fourmi qui fait sa crise, donc j'observe et c'est pas contre moi qu'elle fait la crise. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Si vous arrivez à vous déconnecter, et ça c'est possible à faire, mais il faut s'entraîner un petit peu. C'est-à-dire que si j'ai une personne en crise, en face de moi, je peux presque me dédoubler en disant: «J'observe», comme si je me mettais là sur mon épaule, il y a autre personne qui regarde, juste observation, mais qu'est-ce qui se passe dans la personne? Qu'est-ce qui se passe dans la personne? Qu'est-ce que je peux faire? Et ça me permet de rester complètement zen et de trouver, dans toute la corbeille d'outils que j'ai, bah, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Et quelquefois aussi, l'habitude fait que, ça vient très, très vite. Quand je vois vos réactions, vous voyez, ça m'encourage énormément. Merci beaucoup. Sylvie, je te laisse, le mot de la fin. Oui, bah, c'est gentil. Ben, en effet, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les communiquer, à Marlène, à moi, envoyez-nous un mail, enfin, faites-nous savoir s'il y a des thèmes qui vous préoccupent. Et puis, si Marlène peut y répondre, je crois qu'elle le fera avec plaisir parce elle partage beaucoup, Marlène. Si Marlène ne peut pas y répondre, ben, j'essaierai de trouver peut-être quelqu'un. On ne va pas vous tenir plus longtemps que prévu. Encore un grand, grand merci Marlène. Donc si les personnes veulent suivre ta formation, elles vont